Voilà, je pense qu'on peut reprendre tranquillement. Donc, cette première partie de notre colloque de cette matinée, c'est vraiment pour aborder la fidélité au charisme. Nous avons déjà dans notre échange abordé ces points, le charisme, la spiritualité, découvrir aussi comment cette présence spiritaine va se décliner dans les différentes missions où nous sommes. Et pour ce matin, nous avons voulu plutôt nous focaliser sur deux types d'envois missionnaires. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que ces deux expériences sur deux continents différents, l'une sur le continent africain, plus précisément au Cameroun, et l'autre dans un pays d'Asie, les Philippines, qui souligne bien les différences de culture, de langue et d'approche des populations. Un point commun entre ces deux insertions, c'est que les peuples dont nos deux sœurs intervenantes vont vous parler sont tous les deux des peuples nomades. Donc, le peuple pygmée, nomade de la forêt, et le peuple des Badjao, nomade de la mer. Donc, je vais d'abord passer la parole dans un premier temps à sœur Honorine Woya, qui va nous présenter les nomades de la forêt. Quelques mots pour présenter sœur Honorine. Elle est spiritaine camerounaise. Après sa première profession religieuse en 2001, sœur Honorine est envoyée en mission au Sénégal, où elle travaille pendant 10 ans à l'association Santé, Services et Développement. Et au sein de cette association, elle est responsable de la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables et accompagne des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pendant 5 ans, elle assure aussi l'économat du district du Sénégal. Et en 2011, ce même service lui sera confié au Cameroun durant 5 ans aussi. En 2016, sœur Honorine reçoit une obédience pour Haïti, où elle y dirige une école primaire, tout en étant responsable du district aussi durant 2 ans. C'est en 2019, lors du 15e chapitre général des Sœurs spiritaines, qu'elle est élue conseillère. Sœur Honorine est titulaire d'un Master 2 en développement et management des projets en Afrique, obtenu à l'Université catholique d'Afrique centrale, l'Institut catholique de Yaoundé au Cameroun. Donc, sœur Honorine va nous présenter le contexte historique de la fondation des Pygmées, c'est-à-dire qu'en 1972, au Cameroun, les sœurs missionnaires du Saint-Esprit s'impliquent dans un projet de sédentarisation des Pygmées, en fondant une communauté de sœurs au cœur de la forêt dans l'est du Cameroun. Donc, ce qu'elle va nous présenter, c'est le contexte historique de cette fondation atypique et l'activité missionnaire qui va mobiliser plusieurs générations de spiritaines en vue de la reconnaissance du peuple des Pygmées Baka comme un peuple camerounais à part entière. Sœur Honorine, à la parole. Merci, sœur Sandra. Bonjour à tout le monde. Oui, il m'a été demandé de faire un témoignage sur la mission des sœurs spiritaines au Bosquet. C'est où le Bosquet? Le Bosquet est un village situé dans le département du Oignon, dans l'est du Cameroun. Sur le plan de l'église, le Bosquet se trouve dans le diocèse de Doumé à Bombam, paroisse de Moussok. C'est un village habité par les Pygmées Baka. Je dis les Pygmées Baka parce qu'il y a plusieurs ethnies Pygmées au Cameroun. En 1997, j'ai été envoyée dans cette mission dans le cadre de ma formation initiale à la vie religieuse spiritaine. Et je suis restée 10 mois. En cette année du centenaire de notre fondation, nous voulons faire le point sur notre vie missionnaire en interrogeant certaines insertions. Comment dans cette mission du Bosquet, notre charisme a pris corps au milieu d'un peuple semi-nomade. Pour tenter de répondre à cette question, je me suis appuyée sur mon expérience de vie partagée avec les sœurs spiritaines et sur plusieurs témoignages recueillis sur la mission du Bosquet. Donc, particulièrement le témoignage de sœur Paul qui est là au milieu de nous.
Donc, dans un premier temps, je vais présenter le contexte historique de la fondation du Bosquet. Ensuite, je vais présenter quelle est la mission qui a animé les Spiritaines pendant ces années. Et pour terminer, je vais sortir l'intérêt de ce témoignage. Pourquoi faire un témoignage au sein du colloque? Dans le contexte historique de la fondation du Bosquet. Les Pygmées. Si l'expression peut souvent sembler barbare ou encore péjorative hors du contexte habituel, il est couramment utilisé pour identifier le premier peuple autochtone de la forêt de l'Afrique centrale. Dans les manuels scolaires, on nous a décrit les Pygmées comme étant les personnes de petite taille qui vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Et au Cameroun, les Pygmées habitent la grande forêt du sud Cameroun et de l'est Cameroun. Donc je disais tantôt qu'il y a plusieurs ethnies Pygmées. Il y a les Aka, il y a les Badjeli et il y a les Mzang. Mais les Pygmées dont je vais parler des Pygmées Baka, l'ethnie Baka. Au lendemain de son indépendance, le Cameroun décide de sédentariser les Pygmées de la forêt camerounaise et d'en faire des Camerounais à part entière. Des forces vives pour un pays en voie d'unification et de construction. Le plan quinquennal 1965-1970 lance l'opération 1000 pieds visant à développer la culture de rente chez les Pygmées. Des multiples actions d'insertion sont en même temps envisagées pour l'émancipation de ces peuples de la forêt. Donc je signale que l'indépendance du Cameroun a eu lieu le 1er janvier 1960. Au niveau du diocèse de Doumé, Monseigneur Lambert Vaneguen, qui est un spiritain, lance le projet d'insertion des Pygmées. Plusieurs ouvriers apostoliques sont engagés dans ce projet. À cette époque, le diocèse de Doumé couvrait tout l'Est Cameroun. Donc l'Est Cameroun avait un seul diocèse qui s'appelait le diocèse de Doumé. Chez les spiritaines, nous allons écouter un peu ce que Sœur Paul nous raconte. Chez les spiritaines au Cameroun, Sœur Paul Girolet explique qu'en mai 1970, lors de sa visite comme assistante générale, Sœur Marie-Albéric Moïse lui dit: vous écrivez des belles choses dans les documents de la congrégation. Il faut aussi poser des actes. En effet, comme pour Charles de Foucault, pour Sœur Marie-Albéric, on ne réalise la pauvreté que dans la mesure où on partage avec les pauvres. Et Sœur Marie-Albéric exprime à Sœur Paul le désir d'aller rejoindre les pauvres. Alors Sœur Paul lui dit: prends la voiture et va dans l'Est. Je n'ose pas imaginer les pistes qui vont à l'Est à cette époque. Alors Sœur Marie-Albéric est partie très très loin jusqu'à Mesok. Mesok de Yaoundé, c'est très loin et c'était que des pistes. Donc elle a traversé la forêt, elle est arrivée là. Et pendant sa tournée, elle a rencontré Monseigneur Lambert qui était en visite dans les villages. Et donc, Jean de Joie, Sœur Marie-Albéric, a pu parler avec Monseigneur Lambert de son projet et Monseigneur Lambert l'a encouragé vivement. De retour à Yaoundé, Sœur Paul lui demande de trouver une autre sœur parce qu'on ne peut pas envoyer une spiritaine seule. Fonder une communauté, essaie de trouver toi-même une autre sœur. Donc Sœur Marie-Albéric a demandé à Sœur Adèle Petit de Mange, qui a dit oui. Elle a accepté cette mission-là. Et Sœur Paul s'est dit, c'est quand même mieux que je vois cette mission. Et il y avait Sœur Augustin qui était au Congo en visite canonique aussi. Elle lui a dit, avant de retourner à Paris, c'est mieux de passer au Cameroun, par le Cameroun. Et les deux sœurs, les deux conseillères générales, accompagnées de Monseigneur Lambert, ont fait la route pour aller voir Moussa. Et Sœur Paul racontait que
tellement le chemin était long, à un moment, elle s'est dit, mais c'est pas possible. On ne va pas quand même envoyer les sœurs au bout du monde. Mais en même temps, elle sentait l'appel de Maria Abeli comme un appel de l'Esprit Saint. Ça l'a touchée. Donc, et elle croyait aussi aux forces missionnaires de Sœur Maria Albéric. Donc, elles sont allées et voilà, c'est décidé que les deux sœurs peuvent aller à Mesok. Donc, en août 1970, les sœurs Maria Albéric et Adèle arrivent à Mesok, dans la forêt camerounaise. Et là, à Mesok, sœur Maria Albéric découvre une réalité. Une réalité qui est que, parce que les Pygmées habitent soit avant un village ou après un village, mais ils ne sont pas dans le village, mais ils appartiennent au village. Et les chefs de chaque village disent ce sont mes Pygmées. Donc c'est leur propriété et ils utilisent ces Pygmées pour travailler dans leur plantation. Alors Maria Albéric dit ça, ce n'est pas bien. Alors, elle décide d'élaborer un projet. Elle dit, moi, je vais faire un projet, je vais faire un village pour les Pygmées. Donc, elle a parlé au maire de Lomé, le maire député, c'était Sanjol à l'époque, lui disant, voici ce que j'ai vu. Le maire lui dit, pas de problème, si tu veux faire ça, je te soutiens, je te donne les terres. Donc, entre deux villages, le village de Némélion et de Mayan, il y avait 16 km de forêt. Le maire lui a dit, cette cette forêt-là appartient, tu peux l'utiliser pour les Pygmées. Donc, sœur Adèle, sœur Maria Albéric, est donc partie en janvier 72 avec une autre sœur de campement en campement. Vous allez dans un campement pygmée, elle expose son projet de créer un village pygmée au Bosquet et elle rencontre les chefs du village et elle leur donne rendez-vous quelques jours après à l'endroit où se trouve le Bosquet maintenant. Quand elle a fini de faire ça, les chefs sont venus, elle a rencontré 13 chefs, mais 12 sont venus, 12 étaient présents au rendez-vous. Le jour où ils ont commencé à débourser l'endroit pour construire le village Baka. Donc en avril 1972, va donc débuter un centre de soins. Et en novembre, une autre sœur va arriver au Bosquet. Sa mission était de former les animateurs villageois pour l'alphabétisation. Donc, la fondation c'est 72, il y avait 700 Baka dans le village, dans ce nouveau village-là. Donc, c'est beaucoup de monde. Et les Baka étaient en quartier, suivant les villages d'où ils venaient. Même jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Si tu étais dans un campement à Mayan, ton quartier au Bosquet s'appelle Mayan. Si tu étais dans un campement à Mesok, ton quartier au Bosquet s'appelle Mesok. Donc, le village est constitué et la congrégation envoie bien sûr les sœurs et la communauté a 3 sœurs. Sœur Étienne Béraud, sœur Maria Albéric et sœur Marie-Thérèse Lefebvre. Donc, c'est les 3 premières sœurs de la communauté. Le 19 mars 1974, sœur Maria Albéric se met en route pour Abomban avec sa voiture et elle rencontre sur le chemin le camion qui vient avec le matériel pour ses constructions. Et malheureusement, il y a télescopage et sœur Maria Albéric meurt à cet accident-là. Donc, Maria Albéric va partir très tôt. Mais la chance est que la mission était déjà acceptée par la congrégation. C'est un discernement qui est ensemble, dont la mission va continuer. Des générations de spiritaines vont se succéder dans cette mission. Donc, c'est un peu ça, le contexte historique. C'est comme ça que le Bosquet est né. Maintenant, je vais vous parler de la mission au Bosquet. La mission au Bosquet, c'est d'abord d'être avec. Être avec les Pygmées. Marie Albéric a pensé qu'il fallait se rapprocher des pauvres et habiter au milieu d'eux. Mais plusieurs activités ont accompagné cette mission. D'abord, l'éducation. Quand moi je suis arrivée là en stage, les sœurs avaient la responsabilité de 12 centres d'éducation de base dans plusieurs villages. Parce que même s'il y a le Bosquet, il y a toujours les Pygmées dans les campements. Avant un village et après un village, ça existe toujours.
Donc les sœurs partent dans ces villages-là, partaient, du temps où j'étais là, pour suivre le travail d'éducation de base. Il y avait des moniteurs Baka qui avaient des salles de classe. Et sœur Marianne Toreton, qui est actuellement à Nogent, avait mis sur place une méthode d'éducation de base. Donc, au premier niveau, l'enseignement se faisait entièrement en langue Baka. Toutes les activités en langue Baka. Il y avait un deuxième niveau où les enseignements se faisaient en Baka et en français. Une transition se faisait déjà. Et en troisième niveau, les enfants passaient à la langue française parce que c'est la zone francophone du Cameroun. Et quand l'enfant avait fini les 3 ans, l'enfant pouvait rejoindre l'école primaire. Donc l'école primaire ne commence pas forcément à 6 ans, ça commence quand l'enfant arrive. Donc les sœurs s'adaptaient. Donc les sœurs avaient la formation et l'accompagnement de ce travail-là, la formation des moniteurs. Maintenant l'école primaire. Et donc au Bosquet, il y a une école primaire Saint-Kizito. Les sœurs avaient la charge de cette école. Tous les enseignants étaient des Baka quand j'étais là. Les sœurs avaient la direction, l'animation pédagogique. Pour accompagner ce travail-là, à la fin de chaque cours, à la fin de la journée, les élèves rentraient chez eux et les enseignants restaient pour préparer les leçons du lendemain, pour être sûr que les leçons seront préparées. Et les sœurs suivaient la préparation, voyaient comment l'enseignant a préparé, et la sœur directrice récupérait les carnets pour que les enseignants rentrent chez eux libres, et le matin, elle remettait aux enseignants les cahiers pour commencer les cours. Une fois par semaine, il y avait une activité traditionnelle. Donc, une des classes partait en forêt pour que l'enfant Baka ne soit pas coupé de la forêt à cause de l'école. Donc, les enfants allaient en forêt, soit pour ramasser les chenilles, les fruits, récolter l'igname, tendre les pièges, vérifier les pièges, faire la pêche. Et quand les enfants revenaient de l'activité traditionnelle, on trouvait un jour avec l'enseignant pour faire un vocabulaire thématique, pour mettre les mots dans l'activité qui a été faite en langue Baka et en français. Une façon de respecter ce qui se passait. L'école aussi, quand j'étais là, c'était aussi un lieu d'évangélisation où on faisait la catéchèse. Et les jeudis, l'école allait à l'église, la petite église du Bosquet, pour répéter pour les messes du dimanche, dont les enfants avaient les belles voix, s'animaient très bien les messes quand j'étais là. Les enfants du Bosquet ont fait l'école comme tous les autres enfants. Ils ont réussi aux examens, ils ont reçu le certificat d'études, l'entrée en 6e. Et avec l'appui de la communauté spiritaine, il y en a qui sont allés au collège Baker, qui sont allés au collège Jean-Paul II, qui sont allés à Ndjian. Et beaucoup d'entre eux, quelques-uns ont trouvé du travail dans la société camerounaise. On peut peut-être minimiser ces résultats, mais pour un peuple qui sort de la forêt et qui doit faire cette transition, je pense que le résultat peut être aussi vu comme un résultat énorme. Dans ce coin perdu au cœur de la forêt, les parents de l'école payaient l'école en nature parce que là-bas, les parents ne peuvent pas payer l'école. Donc les sœurs demandaient que les parents apportent les paniers, l'huile de karité, les produits de mangue sauvage, et les sœurs allaient avec ces produits vendre en ville pour récupérer un peu d'argent pour la caisse de l'école. Mokose, qui était au début avec Maria Albéric et qui est toujours avec les sœurs actuellement, donne le même témoignage. Mokose nous raconte que Maria Albéric les envoyait dans la forêt chercher des rotins. Et quand ils faisaient les chaises, les fauteuils en rotin et les paniers, Maria Albéric vendait en ville et ça leur permettait de construire leur habitation. Donc c'est depuis le début de la mission que les sœurs ont su valoriser le savoir-faire des pygmées. Sur le point santé, parce que ça c'est l'éducation, il y a aussi la santé. Au Bosquet, il y a un centre de santé depuis les débuts, où les malades reçoivent des soins de santé élémentaires.
Les malades venaient de plusieurs villages quand j'étais là. Les sœurs évacuaient les cas graves à l'hôpital de Lommier. Les femmes enceintes pouvaient venir pour la consultation prénatale. Mais pour les accouchements, les sœurs laissaient les femmes accoucher dans la maison, en respectant aussi la médecine Baka, la médecine pygmée. Mais les gens venaient appeler les sœurs après la naissance pour le soin du cordon ombilical. Et la sœur retournait pendant plusieurs jours dans la famille pour faire le pansement du cordon ombilical. Les infirmières et les agents de santé parcouraient aussi les villages pour les soins de santé communautaires, pour la sensibilisation sur l'hygiène, comment laver les habits, garder le linge propre, nettoyer les cuisines, l'hygiène alimentaire, lutter contre la malnutrition par rapport aux enfants. Donc, faisait beaucoup d'activités d'animation dans les villages. Le service de santé accompagnait aussi les villages dans la construction des latrines pour avoir des toilettes pour aller au WC. Donc, c'est ça que j'avais vu quand j'étais là. Maintenant, je passe sur l'identification. Dans la forêt, les Baka n'avaient pas d'acte de naissance, ni de carte d'identité. Qu'est-ce que nos sœurs ont fait? Les sœurs enregistraient toutes les naissances. Donc, quand elles venaient être appelées pour aller pour le pansement, elles avaient un registre et toutes les naissances du village sont enregistrées dans ce cahier-là. Non, tout est OK. Ça fait donc que c'était plus facile pour établir ces documents pour les Baka. Donc l'année où j'étais là, comme j'étais à l'école, les enfants sont déjà grands pour passer le certificat, ils n'ont plus l'âge officiel du Cameroun. Donc, ils ne peuvent pas passer avec la carte d'identité scolaire. Il fallait une carte d'identité nationale et j'ai fait l'expérience. Les sœurs m'ont remis le registre conservé par la communauté et avec les enfants, nous sommes allés à Lommier, à la sous-préfecture. À ce moment-là, le Cameroun avait encore les cartes cartonnées et avec les données conservées par les sœurs, ils ont établi des cartes d'identité pour que les enfants puissent aller à l'école. Et le gouvernement camerounais le permet pour les populations pygmées. Donc c'est ça l'identification. Maintenant l'évangélisation. Vous allez me dire, mais où est l'évangile dans tout ça? Au départ, le souci de Sœur Maya Ibérique était de soustraire les Baka de l'exploitation. Les sœurs ont d'abord pris le temps de comprendre la culture Baka. Je pense que le Père nous a parlé, le Père Jean-Paul, de la rencontre. Il fallait d'abord rencontrer les pygmées, les connaître, créer l'amitié avec eux, une relation de personne à personne, avant de proposer le Christ. C'est en 1992 qu'il y a eu les premiers baptêmes au Bosquet. Donc, depuis lors, il y a une communauté chrétienne. Quand je suis arrivée au Bosquet, il y avait déjà cette communauté chrétienne. Il y avait des livres de prière en langue Baka. Les sœurs assuraient l'animation de cette communauté chrétienne, catéchèse, groupement de femmes, mouvement de jeunes. Les sœurs rassemblaient la communauté chrétienne et priaient avec la communauté en langue Baka. Les pères spirituels passaient de temps en temps, parce qu'en ce moment-là où j'étais, la paroisse de Lommier était très grande. Maintenant, il y a la paroisse de Nostor, mais c'était la paroisse de Lommier. S'étendait sur 600 km². Donc, c'était très grand, 100 000. C'était très, très grand. Donc, le père pouvait faire 3 mois avant d'arriver au Bosquet pour célébrer une messe. C'était le père Daniel Tabac qui était curé à Lommier avec le père Paul Kepes, le père des Pygmées. Voilà. Donc, les sœurs étaient aussi en lien avec d'autres communautés religieuses qui travaillaient avec les Pygmées. Donc, ils ne travaillaient pas seuls. Avec ces communautés, il y avait des sessions de langue et culture organisées pour renforcer les capacités des missionnaires. Ils avaient besoin de se retrouver pour voir un peu comment chacun dans son coin travaille avec ce peuple et comment il fallait avancer. Ben, on peut dire aujourd'hui que l'action accompagnatrice des sœurs spirituelles au milieu des Baka a permis au Bosquet, que le Bosquet soit reconnu comme communauté forestière par les autorités camerounaises en 2009 avec l'adoption du manuel
des communautés forestières en février de la même année, dont les bornes de la communauté forestière de Mouango-le-Bosquet ont été installées entre 2010 et 2012. Il s'agit donc de cette forêt que Marie Albéric a reçue, qui a été reconnue. Et les pygmées ne sont pas propriétaires des terres. Et là, au Bosquet, les pygmées sont propriétaires. Cette terre appartient aux pygmées et est reconnue par le gouvernement camerounais. Le village du Bosquet est un village maintenant comme les autres villages. Parce que les pygmées n'avaient pas de chef dans leur tradition. C'était nomade dans la forêt. Mais au Bosquet, il y a un chef. Un chef qui est reconnu comme tous les autres chefs camerounais. Parce qu'au Cameroun, la chefferie constitue le tribunal de première instance. Quand il y a un problème, les gens portent d'abord plainte à la chefferie et c'est le chef qui réfère plus loin. Donc, au Bosquet, il y a un chef. Et ça, c'est énorme. Maintenant, vous allez me demander quel est l'intérêt aujourd'hui de parler de ce témoignage dans ce cours. L'intérêt est que Marie Albéric a exprimé ce qu'elle sentait dans son cœur à Sœur Paul. Et quand elle a voulu s'insérer au milieu des pygmées, elle est entrée dans le projet de l'église de Doumé, qui avait le projet pygmée. Elle est entrée dans le grand projet du Cameroun. Elle a parlé à ses sœurs spirituelles, à ses supérieurs, et le projet a été porté par un ensemble. Ça fait que même après sa mort, la mission de Maria Albéric a continué. Et ça, c'est énorme. Et ça nous interpelle comme missionnaires de dire, je ne fais pas ma mission, je fais la mission de l'église, dans une église locale, mais avec ma congrégation. Et ce qui est aussi important, c'est que aujourd'hui, le Bosquet est un village camerounais et donc on doit beaucoup à Maria Albéric. Pour conclure, je dirais que le Bosquet a toujours besoin de nous. Pourquoi? Parce que la forêt est partie. Les pygmées ont perdu leur forêt nourricière qui leur donnait à manger. Et il faut développer d'autres méthodes de travail aujourd'hui avec les pygmées qui luttent pour trouver leur place au milieu des autres Camerounais. Je pense, la rencontre de Jésus avec la Cananéenne, Jésus nous enseigne deux attitudes. Être à l'écoute et accueillir les remarques. Je vous remercie pour votre attention.